Bonjour les secondes. Donc voilà, j'avais eu la petite idée de faire une petite vidéo pour revenir sur le cours sur lequel vous avez bien travaillé, histoire de bien consolider les choses. Donc je suis très content du travail que vous avez fourni. Puis ça permet aussi, cette vidéo, de faire un petit message perso, d'accord. Voilà. Hein. Mes cheveux ont poussé, ma barbe, mais ma bonne humeur est toujours intacte. Donc si je peux vous la faire partager un petit peu, parce que peut-être certains d'entre vous, peut-être auront un petit coup de mou, c'est peut-être compliqué de se remettre au travail, ou même de se mettre au travail, hein, pour certains malgré tout. Voilà, si ça peut vous aider. En tout cas, je pense que cette vidéo va vous aider à, à fixer en fait les choses. Alors c'est parti, donc je vais revenir sur un petit résumé des choses essentielles qu'il faut retenir. Alors pourquoi il faut les retenir? D'accord? Parce que certains vont me dire, bon, bah, ouais, mais bon, monsieur, l'année, bon, ouais, peut-être. En fait, on n'en sait rien. L'année prochaine, pour l'année prochaine. Tous, même si vous ne faites pas première spécialité en physique, eh ben, vous aurez l'enseignement scientifique. Alors tous, pas tous, il n'y a que les élèves qui auraient choisi, qui partiraient en STMG, eux ils ne feraient pas de physique. Tous les autres, même si c'est ST2S, un bac technologique comme ST2S, tous les autres, l'année prochaine, font de la physique à travers l'enseignement scientifique. D'accord, c'est 2 heures par semaine. Et puis ceux qui ont choisi première spécialité, encore plus. D'accord? Donc voilà pourquoi c'est utile de continuer malgré tout à travailler dans des conditions qui sont peut-être difficiles. Allez, c'est parti. Donc au niveau de l'atome. Un atome, finalement, c'est constitué d'un noyau et d'électrons. Ok, donc si on résume ça, on a le noyau qui est au centre. D'accord, ce noyau, il est constitué, vous le savez, de neutrons, d'accord, et de protons. Bon, ça, vous savez ça depuis le collège, finalement. Alors, les neutrons, les protons, on les appelle des nucléons. D'accord, ce sont des nucléons. Et puis, donc, il peut en avoir plusieurs. Et autour de du noyau, on a des atomes. Alors, souvent, on les imagine tourner, d'accord, autour du noyau. Entre le noyau et les électrons, ben, il y a du vide. D'accord? Ce qui fait que la matière, hein, je rappelle que les atomes, il faut bien voir qu'on les a partout, sur nous, notre peau, les rideaux, le soleil, enfin tout. C'est les atomes, ce qu'on appelle la matière. Ben, en fait, la matière, elle est constituée surtout de vide. Ce qui est une idée assez folle, quoi. C'est-à-dire que ce qui constitue la matière, c'est surtout rien. En fait. Bon. Il y a quand même le noyau. Alors, je rappelle que la masse de l'atome, elle est donnée par le noyau. C'est le noyau qui donne la masse de l'atome. Voilà. Et la distance, finalement, entre le noyau et les électrons, c'est extrêmement loin. Hein, c'est 100 000 fois le rayon du noyau. Voilà. Donc ce qui est important, c'est la notation du noyau. La notation du noyau, donc vous avez un élément qu'on a appelé les X, ça peut être H, He pour l'hélium, Si pour le silicium, etc. On l'appelle X, d'accord, et on lui attribue 2 nombres. En haut, hein, sur le niveau des exercices, il y avait pas mal d'élèves qui confondaient. On met toujours celui le plus grand en haut. C'est A, le nombre de masse. D'accord, on l'appelle le nombre de masse. Et en fait, c'est exactement le nombre de nucléons, en fait. D'accord, c'est le nombre de nucléons contenus dans le noyau. Ce qui est logique, puisqu'on a dit que la masse de l'atome, c'était la masse du noyau. Or, si vous avez, dans ce noyau, vous avez 2 types d'habitants, vous avez des neutrons et des protons, et bien plus il y aura d'habitants dedans, plus ça sera lourd.
Donc c'est normal que c'est le nombre de nucléons qui va être attaché au nombre de masses. C'est lui qui est important. D'autant plus que la masse d'un proton et la masse d'un neutron sont sensiblement égales. Ce qui fait que ça simplifie facilement les calculs. La masse du noyau, ce sera finalement le nombre de nucléons fois la masse d'un proton ou d'un neutron, puisqu'ils ont à peu près la même masse. Et celui d'en dessous, on le note Z, d'accord, c'est le numéro atomique. Le numéro atomique. Et ça, c'est le nombre de protons. On verra qu'il a son importance. C'est le nombre de protons. Alors quand on écrit ça, on ne parle pas d'électrons. C'est en fait la notation du noyau. Après, on sait très bien qu'un atome est neutre. Donc ça veut dire que si on connaît le nombre de protons dans le noyau, on va en déduire le nombre exact d'électrons, c'est le même. Puisque la charge plus, oui j'ai oublié de dire que les protons c'était chargé positif, c'est la charge plus. Les électrons ils portent une charge moins. Donc si vous avez 3 plus dans le noyau, vous avez forcément 3 moins autour. Donc 3 électrons. Ce qui fait que pour un atome, la masse, le nombre de protons est égal au nombre d'électrons. D'accord? Donc voilà la première partie qu'on avait vue. La deuxième partie, alors peut-être, on fait ça, on improvise. Je vais peut-être faire un zoom, ce qui permettra de peut-être mieux voir le tableau et éventuellement de vous arrêter pour bien le relire. Alors c'est un peu trop. Voilà, je pense que ça devrait aller. Bon, on fait ça vraiment à l'improvisation. Je vais pas faire du montage super. Voilà, vous me direz si vous aimez ce format. Si vous n'aimez pas, j'arrêterai. Mais comme je sais qu'il y en a qui vont aimer, je continuerai. Non mais j'ai déjà testé pour les premières et ils sont contents parce qu'ils ont des explications. Ça permet de mieux suivre en fait. Voilà, donc je vais passer à la deuxième partie. La deuxième partie, alors au niveau de la structure électronique. Donc ça c'est hyper important. Alors ça c'est important pour l'enseignement scientifique l'année prochaine. Et puis pour la première SP, mais évidemment en première SP je ne vais pas le dire, c'est évident. Mais pour l'enseignement scientifique, tout ça sert l'année prochaine. Alors la configuration électronique, en fait, voilà, les électrons se répartissent suivant des couches. Ils se mettent pas n'importe où. D'accord, ils tournent pas n'importe où en fait. Ça c'est Bohr qui a eu cette idée là. Donc ils se répartissent en couches électroniques. Alors je reviens un petit peu sur cette histoire de couches. D'après les exercices que vous m'avez rendus, je pense que oui, vous avez compris. Cela dit, peut-être pour ceux à la rigueur qui n'auraient pas tout à fait bien fait les exercices, la vidéo pourrait peut-être permettre de voir ça et pour les autres de consolider. D'accord. Donc en fait, les électrons se répartissent en couches. Alors, les couches, on leur donne pas un nom, on leur donne un numéro. La première couche, ce sera la couche 1. La deuxième couche, ce sera la couche 2, c'est bien. Et la troisième, la couche 3. Donc en fait, les couches, d'accord, on a la 1, la 2, la 3. Chaque couche possède des sous-couches. Alors, c'est pas compliqué pour savoir combien il y a de sous-couches. La couche 1, d'accord, la couche 1, elle possède une sous-couche. La couche 2, elle en possède 2. 2 sous-couches. Voilà. Et devinez la 3, elle en possède évidemment 3. 3 sous-couches. Alors par contre les sous-couches, voilà, les sous-couches, on leur donne pas un numéro, on leur donne une lettre. Donc il y a la lettre S pour la première sous-couche, la lettre P pour la deuxième sous-couche, la lettre D pour une troisième sous-couche, et s'il y en avait une quatrième, S, P, D, F, etc. etc.
Bon, alors, dans le cours, j'ai tout de suite dit, hein, de toute manière, et sur le dernier renvoi, on n'ira pas jusqu'à Z supérieur à 18. Ce qui fait qu'on verra tout le temps les exemples, ils auront toujours S ou P, jamais D. Jamais. C'est pas possible. Au lycée, jusqu'en terminale, on vous embêtera pas avec des configurations avec D. Donc voilà. Alors, ce qu'il faut retenir aussi, donc couche 1, couche 2, couche 3, chaque couche possède des sous-couches, on connaît le nombre maximum de sous-couches, et il y a des électrons, chaque sous-couche ne peut pas contenir n'importe quel nombre d'électrons. Il y a un nombre maximum d'électrons. La couche S, vous le savez déjà, je parie, c'est combien? Génial, c'est 2, bien vu. La couche P, c'est 6. Voilà. Puis c'est tout ce qu'il faut retenir, hein, puisqu'on a dit qu'on ne vous embêtera pas avec D, même en terminale. Alors, après la terminale, ce sera autre chose, hein, si vous continuez les études dans les sciences physiques, ou si vous avez besoin de cette matière. Voilà. Donc en fait, ça va s'écrire du genre 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, et puis il y aurait peut-être 3D, d'accord? Mais ça, finalement, on s'arrêtera toujours à quelque chose qui ressemble à ça. D'accord? Donc si on avait un atome qui aurait toutes ces couches remplies, ici il y en aurait 2, on mettrait 2 ici, ici il y en aurait 2, il y en aurait 6 ici pour la sous-couche P, 2 ici et 6 ici au maximum. Hein, ce qui nous fait bien 6 et 6, 12, 12 et 6, 18. C'est pour ça que je vous ai dit, on n'ira pas, on verra, enfin on n'ira jamais au-delà de 18 électrons. Voilà, je pense que d'après le retour du contrôle, vous devriez à peu près. Ok, donc ça marche, enfin j'espère que ça marche. Si ça marchait pas, vous pouvez toujours m'envoyer un message, commenter en disant ouais j'ai pas très bien compris, là, est-ce que vous pouvez revenir, il n'y a aucun souci, je pourrais revenir. Je passe à la troisième partie. La troisième partie, c'était au niveau du tableau périodique, le travail que je vous ai demandé la semaine dernière, que j'ai reçu. Il y a eu pas mal d'envois, même encore hier soir. D'accord, j'avais dit fin de semaine, il n'y a pas de souci. Et globalement, bon, ça va. En fait, c'est 18 sur 33 hein, en seconde 8 et un peu moins en seconde 6, mais j'ai confiance. Ok. Voilà, la 3, le tableau périodique. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir du tableau périodique? D'abord, je vais faire une petite pause pour appeler la femme de ménage. D'accord? Et voilà. Rapide, hein, la femme de ménage. Efficace, hein. Regardez ça. Beau, hein. Alors, oui, le tableau périodique. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir du tableau périodique? C'est un Russe qui l'a trouvé, ce tableau. Il s'appelle Mendeleïev. Alors Mendeleïev, à l'époque, on est en 1890, quelque chose comme ça, hein, fin 19e siècle. Son idée, c'est de ranger les atomes par masse croissante, du plus léger au plus lourd. C'est comme ça qu'il les range, hein, par masse croissante. Et puis il a eu aussi l'idée de les ranger, il y a des éléments qui réagissent à peu près de la même façon, hein, il y a des éléments qui seraient un peu cousins, il voudrait les rassembler ensemble, ils font partie d'une même famille. Donc Mendeleïev, il a l'idée de famille, et puis de ranger les atomes par masse croissante. Il propose un premier tableau qui correspond à peu près au tableau qu'on connaît aujourd'hui, et en fait, ce qui est fort, c'est qu'il manque des cases. Quand il a fini son travail, il a rangé tous les atomes qu'il connaissait à l'époque. Et il manque des cases. Du coup, c'est là où on a compris que, en fait, il manquait des éléments qu'on n'avait pas encore trouvés. Et par exemple, c'est comme ça qu'on a découvert le silicium un an après. Parce que finalement, on savait qu'il fallait le chercher. Donc très très fort Mendeleïev. Et ensuite, quand Bohr et puis Schrödinger et tous ceux qui ont inventé la mécanique quantique ont compris les électrons, parce que Mendeleïev, il a aucune idée de l'existence des électrons hein, quand il fait ça. Pour lui, ça n'existe pas les électrons, on les a pas encore découverts.
Bah en fait, quand on bord tout ça, et les physiciens découvrent l'électron, ils commencent à comprendre la configuration électronique, et ben ils s'aperçoivent que son tableau de Mendeleïev, il marche du feu de Dieu, quoi. Hein, le travail que je vous avais demandé à faire, ça marche super bien avec les couches, etc., les colonnes, les lignes. C'est ça le génie de Mendeleïev, c'est-à-dire que sans le savoir, il avait déjà trouvé un tableau qui marche pour tout. Donc on va regarder un petit peu comment ça fonctionne. On va rappeler, puisque vous l'avez vu. Donc le tableau de Mendeleïev, d'accord. Si, alors, moi j'ai souvent l'habitude de demander comme ça, en première, allez-y, sur votre feuille, dessinez-moi à peu près le gabarit du tableau de Mendeleïev. C'est là que on croit le connaître. On voit sa forme, mais on ne le connaît pas si bien que ça. Donc en fait, c'est vrai que finalement, hein, ça, il ressemble à quelque chose comme ça. On l'a tous vu. Voilà, on sait où il y a des trucs comme ça. En fait, il y a ici, on voit qu'il y a deux cases. Comme ça, enfin deux cases. Non. Vous voyez, je me trompe déjà moi. En fait, vous avez tout en haut une case, hein, on le sait, c'est HHE. Voilà. Ensuite, il y a deux cases ici. Et de ce côté-là, voilà, directement la deuxième ligne, on a un petit bloc ici. Voilà, un petit bloc ici qui contient 6 cases. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est juste pour voir, imaginer le truc. Donc il y a deux cases qui sont toutes seules, là, comme ça, HHE, de l'autre côté. Ensuite, on en a deux ici, 6 ici. Et ensuite, bah, c'est par... Voilà, on a 3 lignes. Cette troisième ligne, c'est pareil. Il n'y a rien ici au milieu. Voilà, bah, vous voyez que finalement, même moi j'ai du mal. En fait. Voilà. Et après, on a des lignes entières. Bon. Etc. etc. Voilà. Et après, ici, il y a des cases, c'est-à-dire qu'il y a des cases ici. Puis, voilà. Donc, c'est pas évident à retenir. Alors, nous, qu'est-ce que finalement, au niveau de l'activité, qu'est-ce qu'il fallait comprendre? C'est qu'en fait, on va travailler avec un tableau simplifié. On s'intéresse finalement qu'aux 3 premières lignes. Et même finalement, on l'a même serré. On l'a serré. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que vous avez ici ce qu'on appelle un bloc S. Vous avez ici ce gros bloc ici à droite, c'est le bloc P. Ensuite, vous avez un bloc au milieu, c'est le bloc D. Et puis il y a même un bloc qui va venir s'insérer ici à partir de la 6e ligne. C'est un groupe F. D'accord? Alors vous comprenez, S, P, D, F, ça correspond aux sous-couches. Bon, en fait, qu'est-ce que je viens de dire? On ne va jamais dépasser 18 au lycée. Ce qui fait que 18, ça correspond à cet élément-là, ici. Donc en fait, notre tableau simplifié, c'est celui-là qu'il faut retenir, hein. Celui qu'on a vu. Voilà. Toc, toc, toc. Voilà. Là, vous avez 6 cases. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ici, vous en avez 2. Ce qui fait que nous, il y a 8 cases. Hein, on regroupe. Voilà. Et donc, finalement, en terminale, si on peut raisonner avec celui-là. Voilà. Ok. Alors, ce qui est intéressant de savoir, c'est comment ça fonctionne avec les lignes, les colonnes. Avec les lignes, les colonnes. Alors, qu'est-ce qui se passe avec les lignes et les colonnes? La ligne du tableau, hein, par exemple ici c'est la première ligne, la deuxième ligne, la troisième ligne. La ligne, ou dans les exercices, hein, dans un des exercices, dans un autre livre, en fait, si vous prenez plusieurs livres, il parle de ligne ou de période. C'est la même chose. N'oublions pas que c'est le tableau périodique. Hein. Donc, mais je préfère dire ligne, c'est plus facile pour les élèves. Période, ligne, ça va donner en fait le numéro de la dernière couche. Le numéro de la dernière couche. Voilà.
pas très compliqué. Donc ici par exemple l'hélium qui est à la première ligne, eh bien et sa dernière couche ce sera 1 quelque chose. C'est la couche 1. La colonne, donc ligne, hein, voilà, la colonne, il y a des élèves qui confondent. La colonne, le numéro de la colonne, elle vous indique le nombre d'électrons dans cette dernière couche. Dans cette dernière couche. Et les physiciens appellent ça les électrons de valence. Ouais, le nombre d'électrons de valence. D'accord? Nombre d'électrons, E-, pour aller plus vite, E-, de valence. Le nombre d'électrons de valence. Ok? Donc voilà, par exemple celui-là, He, voilà, He, ben, il est à la première ligne. D'accord? Alors j'ai pris finalement celui qu'il fallait pas prendre, en fait parce que He, vous avez peut-être compris à travers l'activité que He il est particulier, puisque regardez, il fait partie dans du bloc P, mais en fait il fait partie du bloc S. On aurait dû le mettre là, mais on le met là. Alors on expliquera ça. Donc je prends pas He, pas tout de suite. C'est vraiment le truc qu'il faut pas prendre. Je vais prendre par exemple celui-là, la quatrième case. 1, 2, 3, 4. Ah oui, c'est vrai. La quatrième case, ça veut dire que Z égale 4. C'est ça qui est fort avec le tableau périodique. Donc le quatrième élément, bon, c'est du lithium. Non, c'est beryllium. C'est du beryllium. Alors le beryllium, est-ce que vous le voyez là? Le beryllium, il est donc à la deuxième ligne et il est à la deuxième colonne. Donc, ça veut dire que la dernière couche, c'est la couche 2. Alors, on sait que c'est 2S, 2P, puisqu'il y a forcément 2 sous-couches. Et comme il est à la deuxième colonne, il y a 2 électrons. D'accord? Et forcément, s'il y a 2 électrons sur la dernière couche, on va d'abord remplir la sous-couche S. Donc on va mettre les 2 électrons dans la sous-couche S. Voilà. Et la sous-couche P, ben, il n'y a rien. Pourquoi? Parce qu'on a mis les 2 électrons de la dernière couche, on les met en S, et puis il n'y en a plus. On dit qu'il y en a que 2. Donc en fait, vous voyez, c'est pour ça qu'il fait partie du bloc S, parce qu'il se finit en S. Alors, s'il finit par 2S, d'accord, ça veut dire qu'il y avait une couche avant forcément, mais on sait la couche d'avant, c'est un S2. On voit bien que finalement, en tout, il y a 4 électrons. 1, 2 et 2, 4. Ce qui nous fait bien que c'est le 4e élément. Il a la 4e case. D'accord? Alors, ce qui est important en fait, c'est la dernière couche. Parce que c'est la dernière couche qui va en fait nous donner toutes les propriétés chimiques. Donc c'est pour ça qu'on s'attarde à la dernière couche. Et on n'a pas besoin, on peut même après travailler sur ces éléments-là. On a dit qu'on ne travaillerait pas au-dessus de Z égale 18 si on vous demande la configuration totale. Mais on peut vous demander le nombre d'électrons de valence, ça marche aussi. Numéro de colonne. D'accord? Alors, il faut voir aussi que parfois dans les exercices, on peut travailler avec un tableau complet. Et là, on vous dira, par exemple, ici, on avait dit la 3e colonne, mais dans un exercice, on pourra vous parler de 13e colonne, parce qu'il y a 10 ici, ce qui sépare. Donc, c'est pas très très grave. Il faut regarder avec quel tableau vous travaillez. Si vous travaillez avec le tableau simplifié, vous aurez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et si vous travaillez avec si on vous demande de travailler avec le tableau complet, ben en fait, 1, 2 c'est une classique, et puis le 3 c'est le 13 en fait, il faut enlever 10. Voilà, c'est une gymnastique quoi. Ça dépend des éditeurs, ça dépend de celui qui a écrit le sujet, etc. Mais c'est pas vraiment
Bon, c'est pas très compliqué finalement. Voilà, je pense que ça c'est l'essentiel. J'ai demandé des exercices justement à faire. Je corrige pas encore les exercices, mais peut-être que je ferai une vidéo de correction des exercices. Hein. Je vous laisse un petit peu réfléchir par vous-même. Les familles, oui. Les familles, en fait, le dernier point, oui c'est ça. Mendeleïev, en fait, il a réparti en fait ces éléments suivant des familles. Alors les familles, ce sont des colonnes. Tous les éléments d'une même colonne, d'accord, réagissent de la même façon. Voilà. Ils sont cousins. C'est-à-dire que si un élément réagit, par exemple, explose au contact de l'eau, et ben, tous les éléments qui sont sur la même colonne vont réagir exactement de la même façon. Alors ceux-là, ils existent, hein, ce sont les alcalins. Les alcalins qui font partie de la première colonne. Tous les éléments de la première colonne, sauf l'hydrogène, hein, tous les éléments de la première colonne, ben, dès que vous les mettez dans l'eau, ils explosent. Tout cela. Et plus vous descendez dans le tableau, là, et plus ça explose fort. D'accord. Au passage, sur YouTube, on peut trouver une vidéo. Hein, il suffit de taper alcalin en contact de l'eau. Ben, c'est quoi le point commun? Il fallait trouver ça dans l'activité. Le seul point commun, finalement, qu'ils ont, ben, c'est pas la masse, puisque plus on s'enfonce dans le tableau, plus c'est lourd. Par contre, c'est la dernière couche. Les électrons de la dernière couche. Puisqu'ils sont sur une même colonne, ils ont donc le même nombre d'électrons de valence. D'accord? Et ben, c'est ça qui fait qu'ils réagissent de la même façon. Et c'est ça qu'on va voir dans la prochaine leçon. Qu'est-ce qui se passe au niveau des atomes? On va pouvoir comprendre, ou déjà prévoir comment ils vont réagir. Juste en connaissant le nombre d'électrons de valence. Voilà, je m'arrête là. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça n'a pas été trop long, mais enfin vous me direz. Alors forcément, il y a forcément des défauts. On va faire comme d'habitude, on va pas regarder que les défauts, on va regarder aussi ce qui est bien. D'accord? Donc voilà, un bon travail, et puis gardez la pêche, et puis à bientôt.